Quelles sont les nouvelles du regroupement politique Le Centre, ce regroupement politique créé en 2017 et qui a fait la une de l'actualité, toujours au FCC, Union Sacrée. Qu'en est-il exactement des activités de ce regroupement politique cher à Germain Kambinga? C'est Germain Kambinga qui en est le président. On en parle avec le docteur Rodrigue Mwamba. Bienvenue à vous. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Alors vous êtes porte-parole de ce regroupement politique du Centre. Je le rappelle ici, dont Germain Kambinga qui est proche à vous et président. Germain Kambinga qui est l'ancien député honoraire national, ancien ministre de l'Industrie, tout récemment dans le gouvernement Ilunkamba, vice-ministre à la formation professionnelle, arts et métiers. Comment se porte le Centre aujourd'hui? Le Centre est en, je dirais, une sorte de phase de régénération après les élections de 2018. Nous sommes dans une sorte de phase de régénération, mais aussi de préparation pour les futures échéances. Je crois que je résumerai cela à cela. Nous sommes dans cette phase de régénération et de préparation aux futures échéances électorales. Le Centre a été créé en grande pompe, beaucoup d'activités, une bonne, forte communication à travers les médias. Mais après les élections de 2018, le Centre s'est vraiment effacé. Vous parlez de régénération. On espère que ça va se faire. Mais quel est le bilan des préparatifs des élections de 2018? Combien de députés nationaux, provinciaux? Le Centre est créé à une année des élections de 2018. C'est un regroupement politique qui est une suite du parti politique Liberté, le parti de Germain Kambinga. Qui existe toujours. Qui existe toujours, qui est dans le Centre. Alors, puisque les élections ou le jeu électoral de 2018 imposait que nous puissions nous allier à d'autres partis pour former des grands ensembles susceptibles d'atteindre le seuil, parce que vous savez que c'était le seuil qu'il fallait atteindre pour avoir des députés à l'Assemblée nationale. Donc nous avions, Germain Kambinga a jugé bon de transformer ses convictions politiques de centriste en un mouvement beaucoup plus large qu'on a appelé le Centre, en rassemblant bien sûr plusieurs acteurs politiques. Alors le bilan du Centre, c'est d'abord 145 000 voix aux élections de 2018, aux législatives. Il nous en fallait 180 000 pour atteindre le seuil. Pour un jeune parti ou un jeune regroupement politique créé une année avant, dans le contexte qui était le nôtre, nous ne pensons pas que c'est rien. C'est 5 députés provinciaux au Congo central et à la clé, au gouvernement Ilunkamba, un poste ministériel. Mais bien entendu, c'est notre souci à nous, c'est de faire émerger l'idéologie centriste, qui est celle devant tous les problèmes de la société, d'essayer de rechercher une solution des plus consensuelles possibles. Donc c'est une idéologie politique que nous apportons sur la scène politique. Qui n'existait pas vraiment. Qui jusque-là n'a pas existé de manière formelle. En tout cas, quelqu'un qui s'en assumait et qui se réclamait de cette idéologie-là, il n'y en avait pas. Et donc c'est une innovation que nous avons apportée sur la scène politique congolaise. Et nous pensons justement que rien que pour ça, nous avons déjà réussi ce que nous voulions en termes de reformer le microcosme politique congolais. Ensuite, maintenant, puisque toute formation politique a comme ambition de conquérir le pouvoir, je pense que nous n'y sommes pas encore arrivés à notre goût. Et donc, nous continuons à travailler et nous espérons qu'en 2023, nous aurons suffisamment convaincu de Congolais pour qu'ils puissent nous confier les rênes du pouvoir. Le Centre est quand même parti d'une création des cadres qui étaient avec Joseph Kabila au sein du FCC. Non, pas seulement. Pas seulement, il n'y a pas que les cadres qui étaient avec Joseph Kabila. Il y en a eu qui viennent aussi de l'opposition avec OMLC, avec Kengo Adondo aussi. Je citerai M. Aoundagba, qui était député national aussi. Il y a Madame Micheline, qui vient de l'obédience de Kengo Adondo. Donc il n'y avait pas que les gens de Kabila. Aujourd'hui, on ne doit pas attribuer au Centre être du FCC ou de l'Union Sacrée. Non, non, écoutez, le Centre, en tant que mouvement politique, ne se positionne pas comme un centre géométrique au milieu d'autres formations politiques. Non, c'est un centre, c'est une idéologie, mais
qui a aussi vocation, comme tous les calculs politiques se passent ailleurs, et même ici, de se placer quelque part. De se placer, de faire des alliances. On a bien vu l'UDPS en alliance avec le PPRD. Et je pense que le centre, stratégiquement pour les élections de 2018, se positionne avec le FCC. Aujourd'hui, nous n'avons pas quitté le FCC, mais nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut le reformer pour l'adapter aux réalités d'aujourd'hui, aux attentes du peuple aujourd'hui. Vous êtes porte-parole du centre, vous êtes cadre au sein de cette formation politique. Exact. Vous assistez sûrement aux différentes réunions secrètes du centre. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un œil sur l'union sacrée de la nation? Vous voulez que je vous réponde franchement? Allez-y. Nous ne pensons qu'aux élections de 2023. Voilà. Donc nous ne pensons pas, et c'est pourquoi nous commençons par demander la réforme au sein du FCC. Parce que nous pensons qu'il faut que nous nous adaptions aux demandes actuelles du peuple congolais et que nous puissions nous adapter à ce qu'ils ont comme aspiration pour qu'ils nous donnent finalement la confiance que nous n'avons pas eue en 2018 au présidentiel 2018. Donc voilà, c'est tout ce que nous demandons. Donc nous ne sommes pas en train de lorgner sur l'union sacrée, pas du tout. D'ailleurs, nous pensons que c'est un gros rendez-vous d'opportunisme. Je crois que les Congolais ont changé la façon d'apprécier les politiques et ils veulent une certaine lisibilité dans les carrières politiques. Et donc nous avons choisi pour la constance et que les Congolais, et dans le temps, la constance dans le temps, et que les Congolais puissent finalement avoir le temps d'apprécier notre démarche, ce pourquoi nous nous battons. Et je pense que ça demande du temps et de la constance. Et voilà, c'est ce que nous essayons de servir. Est-ce qu'aujourd'hui le centre garde sa même force que celle de 2017 avec ces caciques, ces quelques figures importantes de la politique qui étaient au sein du centre? Est-ce que ces personnes sont toujours là? Est-ce que le centre a toujours une force? Cacique. Ce terme-là, bon, moi je l'aime pas trop, mais quand même, je pense que la majorité des cadres avec lesquels nous avons commencé, je cite le pasteur Ngoyi Mulunda qui est en prison malheureusement, monsieur Joseph Bangakia, Aoum Dagba, madame Micheline, tous sont toujours là. En tout cas, il n'y a personne qui a déposé sa lettre de démission ni adhéré ailleurs. Et je crois que dans les réunions, ils viennent. Et voilà, jusque-là, je ne peux pas dire que le centre s'est disloqué. On va revenir aux élections de 2018. Vous avez parlé de vous avez parlé de 140 000 voix. Il fallait 180 pour atteindre le seuil. En 2023, c'est possible de faire mieux? Nous nous y préparons. Nous sommes déjà remontés sur notre cheval de pèlerin. En tout cas, Germain Kambinga, je peux vous l'assurer, est déterminé. Parce que finalement, la politique, c'est de l'instinct chez lui. C'est quasiment, je veux dire, il ne réfléchit pas là-dessus. Donc c'est en lui, et il est remonté sur ce cheval sur son cheval de pèlerin pour essayer à nouveau de conquérir les Congolais. Nous pensons que nous avons des meilleures armes aujourd'hui parce que nous avons le temps avec nous. Et que les gens comprennent. Il est un peu silencieux, Germain Kambinga? Non, pas du tout. Non, écoutez, dans son rôle... Quelques tweets, oui, mais... Dans son rôle, sur la scène dans politique, le rôle qu'il a aujourd'hui. Ça n'est plus le Germain Kambinga bavard qu'on a connu dans le passé. Qui était autrefois aussi porte-parole du MLC. Porte-parole du MLC, exactement. Il a un nouveau rôle aujourd'hui. Et ce rôle ne le place pas en commentateur de l'actualité. C'est plutôt quelqu'un qui aimait les débats, qui fait le débat. Et je crois que sa dernière sortie, c'était le 12 juillet dernier. Il a même fait un appel, une proposition pour un dialogue, pour une conférence vérité-réconciliation par rapport à toutes les problématiques que nous connaissons aujourd'hui. Il propose justement cette conférence vérité-réconciliation. Donc voilà, c'est ce rôle-là qu'il a aujourd'hui, c'est lui plutôt de proposer des solutions pour que les choses avancent, plutôt que de commentateur simplement pour le buzz de l'actualité. Justement, au sujet de cette proposition faite par Germain Kambinga, sur, moi j'appelle ça aussi, c'est toujours un dialogue, mettre tout le monde autour d'une table. Qu'en est-il? Est-ce qu'il s'est limité à faire une proposition qui a été relayée par les médias, ou il a aussi initié quelques contacts, un peu comme autrefois les 13 personnalités politiques qui ont consulté différentes personnalités sur la réforme, notamment de la CENI? Qu'en est-il de cette démarche? Nous sommes plutôt contents qu'après notre appel, je crois que la classe politique quasiment dans son ensemble s'en est rendu compte qu'il fallait que les gens se parlent. Regardez tout le monde aujourd'hui, tous les acteurs politiques sont pour
qu'il y ait un consensus autour de la question de la désignation des animateurs de la CENI, par exemple, sur la loi électorale, etc. Tout le monde, que ce soit le FCC, le PPRD, ensemble, tout le monde parle justement d'un consensus, d'une rencontre, des pourparlers. Et je pense que ça, c'est après l'appel du centre. Donc à partir de ce moment-là, nous pensons que notre voix a été entendue. Mais nous continuons parce qu'il ne suffit pas de faire un appel. Maintenant, il faudrait établir, comme vous dites, des contacts pour que... D'ailleurs, nous, notre appel est adressé au chef de l'État parce que c'est son idée. C'est l'idée du président de la République qui, le 24 janvier 2019, lorsqu'il prononçait son discours d'investiture, a parlé justement de réconcilier les Congolais au travers d'un forum Vérité et Réconciliation. Donc c'est son idée que nous lui rappelons et nous lui disons, eh bien, Monsieur le Président de la République, c'est maintenant le moment de rasseoir les Congolais autour d'une table parce qu'il y a beaucoup de tribalisme, beaucoup de division, beaucoup de haine entre nous. Le tribalisme qui a même vraiment pris de l'ampleur actuellement. Le tribalisme qui a refait surface de manière extraordinaire, ce sont des germes justement de cette menace que nous avons toujours craint, de la balkanisation de notre pays. Et les élections de 2023 sont des moments d'acutisation par excellence de toutes ces crises, de tous ces foyers de tension dormants. Ils seront acutisés en 2023. Il est essentiel que nous ne puissions pas y aller autant divisés, autant haineux les uns envers les autres que nous sommes actuellement. En 2018, le centre a soutenu le candidat du FCC à la présidentielle. Parce que nous étions du FCC. Exactement. Nous sommes du FCC. Alors, l'échec de Chadari à la présidentielle, la coalition FCC Cash qui prend 2 ans et qui, en tout cas, qui produit, on dira, un conflit, le basculement de la majorité, ces erreurs de parcours, selon vous, la grande responsabilité revient à qui? Les choses ne se sont pas déroulées comme il se devait? Vous êtes du centre? Écoutez, nous ne concevons pas les choses comme cela. Nous ne disons pas que nous avons commis des erreurs de parcours. Le choix du FCC est un choix longuement mûri parce qu'à l'époque, replaçons-nous dans le contexte de cette époque-là, nous étions dans une crise parce que le mandat du président Kabila était largement dépassé. Avait pris fin en 2016. Et il y avait d'un côté lui qui disait qu'il allait respecter la Constitution, ça voulait dire expressis verbis, qu'il n'allait pas se représenter pour un 3e mandat. Sauf quelques collaborateurs qui voulaient insister. Exactement, des collaborateurs, mais qui n'engageaient pas directement l'action de l'État. Et de notre côté, il y avait des opposants qui voulaient une transition sans Kabila. Et lorsque les élections ont été annoncées, on n'a pas vu beaucoup de gens s'y préparer sérieusement dans l'opposition. Et nous avons vu une équipe où le FCC se formait avec une idée claire, l'idée de soutenir un seul candidat, alors que les autres n'étaient pas encore à ce niveau-là. Donc à partir de ce moment-là, nous avons pensé qu'il fallait aller là où il y avait une certaine lisibilité claire pour aller attaquer les élections. Et je pense que le FCC, ça a été un succès parce que c'est une majorité écrasante que nous avons reçue. Au niveau des législatives. Et nous nous posons toujours la question, comment est-ce que nous avons pu perdre les élections présidentielles? Mais le peuple en a voulu ainsi. Et c'était peut-être une façon de nous dire, de sanctionner un peu... Il faut faire des bons choix aussi, pourquoi un certain nombre de choix qui n'étaient pas bons par le passé. Mais essentiellement, au niveau du pouvoir législatif provincial et national, c'était un succès. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes entrés au FCC. Après, ce qui arrive par après, moi je pense que c'est peut-être parce que les voix de la raison n'ont pas été suffisamment fortes que les extrêmes. Parce que la fin de la coalition FCC-Cash, dans les conditions dans lesquelles elles se sont faites, il y a beaucoup de choses à redire là-dessus. Les choses pouvaient se passer autrement. Mais nous, il y a eu trop de précipitation peut-être. Voilà, nous acceptons les faits. À partir du moment où nous sommes minorisés maintenant, nous ne savons pas par quelle magie, mais nous sommes minorisés, ce sont les faits. Nous sommes dans l'opposition aujourd'hui. Nous nous disons, bon, nous acceptons ce fait, quitte à nous reformer et à séduire à nouveau les Congolais. Parce que ceux qui peuvent raconter que les Congolais ont vomi le FCC, ce ne sont que des gens qui sont nos adversaires. Mais je pense que les Congolais, eux, ont fait preuve en 2018 en nous donnant la majorité parlementaire. Nous sommes confiants et convaincus que si nous rencontrons encore leurs aspirations, ils nous redonneront cette majorité, pourquoi pas la présidence. Et quelle est la grande part de responsabilité du guide
l'autorité morale du FCC, le président honoraire de la République, Joseph Kabila Kabange, trop silencieux, un silence, oui, qui paye parce que ça permet à ce qu'il peaufine des bonnes stratégies au sein de sa famille politique. Mais dans l'échec de Shadary et tout ce qui s'est passé, il a aussi une responsabilité. Oui, c'est vrai. Écoutez, on a toujours dit, je ne pense pas que Joseph Kabila soit le genre de dirigeant ou de guide qui n'assume pas ses responsabilités. À partir du moment où il y a un échec, je pense qu'il a une part de responsabilité. Mais replaçons-nous encore dans le contexte. À partir du moment où vous êtes candidat, qui est responsable de la campagne? Vous savez, il y a un politicien français qui disait, Nicolas Sarkozy, que lorsqu'il n'y a pas de... Les élections, on les gagne par la campagne que l'on fait. Comment est-ce que cela a été géré? C'est ça, les vraies questions. Si on perd les élections, je ne pense pas que Joseph Kabila avait mis tous les moyens possibles. Je vous parle en connaissance de cause. Nous avions tout, le FCC. Peut-être un mauvais casting du dauphin. Non, je ne pense pas. Un mauvais casting, je ne pense pas. Le dauphin, Emmanuel Ramazani Shadary, c'est un intellectuel accompli. C'est un homme qui était à la tête d'un grand parti politique, une grande machine électorale. Ancien gouverneur d'une grande province. Ancien ministre de l'Intérieur. Il a été lui-même dans la société civile au Maniema. Ça veut dire qu'il avait un fief, etc. Mais excusez-moi, à moins de dire, c'est trop fantaisiste de dire que c'était un mauvais casting, parce que la personne d'Emmanuel Shadary, ce n'était pas un parvenu. C'est quelqu'un qui avait un parcours politique et une assise. Tous les atouts pour être président de la République. Tous les atouts pour être président de la République. Mais après, lorsque vous ne réussissez pas à convaincre les Congolais, c'est pas quand même Joseph Kabila qui viendra le faire à votre place. Si c'est pas Joseph Kabila, c'est peut-être lui-même le candidat, mais aussi ceux autour, parce que je ne veux pas confirmer les choses ici. Il paraîtrait qu'au sein même du FCC, beaucoup n'étaient pas d'accord avec Emmanuel Ramazani Shadary, d'où on ne le soutient pas sur terrain. C'est ce qui s'est raconté en tout cas. On peut dire ça. Ça, moi, je suis pas le secret des délibérations au sein du FCC. Et j'ai été à peine dans les réunions du collège des présidents des ligues de jeunes, etc. Donc, je ne peux pas en dire plus, mais simplement, je constate sur un principe général que lorsqu'on perd des élections, c'est qu'on a mené une mauvaise campagne. Et le responsable numéro 1 de la campagne, c'est le candidat lui-même. Alors, comment se relancer? Quelle stratégie pour que le FCC se relance pour les prochaines échéances électorales? Non, je pense que 2023, ce n'est plus pour longtemps. Je pense que moi, je pourrais pas parler au nom du FCC, surtout sur ce plan-là, des stratégies à mener. Vous voyez, le FCC est resté suffisamment silencieux sur les stratégies à venir jusque-là. Ce sont des choses qui se discutent encore en interne, et je ne pourrais pas, je suis pas mandaté. Je suis pas mandaté, en tout cas, pour le dire maintenant. Mais, comme nous l'avons dit, au sein du FCC, nous prônons pour des réformes. Et c'est une idée qui est en train de germer, et au moment opportun, je pense que je repasserai. Une idée que partage le centre. Une idée que partage le centre, et donc je repasserai incessamment lorsque tout sera mis au point, qu'on aura une vision claire de ce que nous voulons faire pour l'annoncer ici. On va parler actualité. Deux sujets d'actualité que moi j'aimerais aborder avec vous. La loi sur la congolité, et également on parlera de la désignation, le processus de désignation des nouveaux animateurs de la CENI. D'abord sur la loi sur la congolité. Une loi qui exclut les Congolais, comme on dit, une exclusion ou une sécurité pour les Congolais et pour la République démocratique du Congo? Je vais être clair là-dessus, et le centre a déjà donné sa position là-dessus. C'est une exclusion, tout simplement, purement et simplement. Pourquoi? Parce que la loi sur la congolité a l'objectif de créer des Congolais de seconde zone, ceux qui ont un certain nombre de droits et ceux qui n'ont pas ces droits-là, alors qu'ils sont tous Congolais au même titre. Au même titre. Et personne n'a choisi d'avoir peut-être un des parents étrangers. Vous voyez, il y a des facteurs qui sont non modifiables. En médecine, c'est ce qu'on dit. Il y a des facteurs non modifiables. Ces facteurs non modifiables, il y a la couleur de la peau. Comment vous pouvez exclure quelqu'un sur base de la couleur de sa peau? Il n'a pas choisi d'être noir ou métis. Il ne l'a pas choisi. C'est son origine familiale. Ce sont des choses qu'on ne choisit pas. L'origine familiale. C'est le sexe. Ce sont des choses qu'on ne choisit pas. À partir de ce moment où la discrimination est basée sur ces éléments-là, ce n'est pas des facteurs de sécurité. C'est des facteurs d'exclusion. Mais pour aller plus loin, ceux qui disent que la loi sur la congolité, c'est pour nous protéger contre l'infiltration, c'est pour nous protéger contre la balkanisation, font du sophisme.
Parce que c'est en apparence, c'est vrai, et ça séduit un certain nombre de Congolais, mais lorsqu'on va au fond et qu'on essaie d'analyser d'où vient ce pays, d'où vient la définition de la nationalité telle qu'elle est présentée aujourd'hui, on se rend bien vite compte que cette loi porte en elle-même le germe de la balkanisation même, véritable. Parce que à Sand City, c'est ça la genèse de l'actuelle constitution et de la définition de la nationalité actuelle. Les gens se sont mis d'accord. C'était des belligérants, chacun était dans son fief et il pouvait bien déclarer une petite républiquette et en devenir roi. Et d'ailleurs, la question sur les origines a été l'un des sujets qui a vraiment fait le débat pendant les discussions de Sand City. Exactement. La question sur l'origine, pour définir d'ailleurs qui est congolais, qui ne l'est pas, a fait un grand débat à Sand City. Et il y a eu, excusez-moi, il faut le dire, un consensus de toute la classe politique à Sand City sur qui est congolais et qui ne l'est pas. Voyez-vous? Et il a été défini que le Congolais, c'est celui qui a des parents ou un des parents qui tire son origine des ethnies qui formaient la République démocratique du Congo en 1960. Ça, c'était clair. Tout le monde était d'accord là-dessus. Et c'est grâce à ce consensus que les gens ont quitté leur républiquette, ils ont rejoint Kinshasa, nous avons formé un gouvernement d'union nationale et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, cette loi consiste justement à faire le chemin arrière, de briser le consensus de Sand City, qui du reste a été avalisé par les Congolais en 2005, via le référendum. Et donc, briser ce consensus, c'est clair, c'est faire le lit de toutes ces théories des think tanks américains des années 90 où avec le chaos constructif, où ils pensaient que la région de Grand Lac est trop désordonnée, que le Congo est trop grand, il faut l'éclater pour mieux le gérer, etc. Mais justement, briser le consensus de Sand City, qui a barré la route à cette théorie-là, c'est justement l'effet inverse de la loi. C'est-à-dire il faut craindre tout droit vers la balkanisation. Il faut craindre des conséquences graves. Exactement. Si le Parlement permettait à ce que cette loi soit validée. Exactement, parce que cette loi, ils disent que ce n'est pas, on accepte, vous êtes Congolais, mais vous ne... Mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Cette loi-là, parce qu'à côté de la loi, il y a une proposition de modification de la Constitution. Elle vise en réalité à redéfinir qui est Congolais et qui ne l'est pas. C'est à partir de ce moment-là que nous disons, non, là, c'est justement briser le consensus de Sand City. Nous ne disons pas que la constitution qui est issue de Sand City est parfaite, mais nous pensons qu'il y a des réformes que nous avons faites à un certain moment qui sont bonnes et d'autres qui sont à reviser, mais en matière de la nationalité. Cette question-là, cette question sur la nationalité, c'est une question qui a tenu ce pays, qui a permis à ce que ce pays reste uni tel qu'il est. Revenir là-dessus, c'est l'exposer à la balkanisation. Ça ne vise que la présidence de la République. Pas seulement, il y a l'armée, il y a la banque centrale, il y a tout un tas de... Mais le grand débat, c'est au niveau de la présidence de la République. Exactement. C'est pas tout le monde qui est censé devenir président, de toute façon. Et tout le monde a le droit de rêver d'être président. Vous savez, il y a une adage qui dit, même le plus petit des moines rêve un jour de devenir pape. Ce n'est pas pour autant que tous les moines deviennent des papes. Voyez-vous, mais ils ont le droit de rêver de devenir pape. Vous ne pouvez pas leur nier ce droit-là. Donc tous les Congolais, à partir du moment où ils se sentent capables, même moi, j'ai quand même la légitimité de penser un jour devenir président de la République. Mais est-ce que je le deviendrai forcément? Je ne sais pas. Voyez-vous. Donc, mais j'ai quand même ce droit. Vous avez ce droit-là. Exactement. Que vous soyez Congolais à 100%, donc disons de père. Congolais tel que la Constitution le dit. On doit se limiter à dire de père ou de mère et non de père et de mère. Congolais. Simplement. Écoutez, parce que cette notion-là, c'est une notion additionnelle, de père ou de mère, etc., où on veut mettre en exergue l'origine familiale de la personne, alors que la Constitution interdit les discriminations sur cette base-là. Donc je pense que cette loi-là, elle est discriminatoire. Alors au stade actuel, qu'est-ce qu'il faut faire? Un référendum ou carrément comprendre les conséquences en âme et conscience et mettre de côté cette loi? Je vais vous donner un autre exemple, parce que je pense qu'il faudrait montrer la dangerosité de cette loi. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. En 93 ou 93, Houphouët-Boigny meurt, il y a Henri Konan Bédié qui le remplace. Pour écarter le jeune Premier ministre Alassane Ouattara qui devenait de plus en plus populaire, il crée le terme d'ivoirité. On l'accuse d'être de père burkinabé, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la loi, le terme d'ivoirité naît exactement dans le même contexte aujourd'hui. Où nous avons
une volonté, parce qu'il faut le dire, pour tout le monde qui est suffisamment sincère, de voir qu'il y a quelqu'un qui est visé, quelqu'un qui a des ambitions présidentielles et qui l'on veut écarter. Mais c'est dans les mêmes contextes que cela n'est. Mais ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire, c'est que ça n'a pas les effets sur la population en 1994, parce que c'est en 99 seulement après. L'ironie de l'histoire, c'est que Laurent Gbagbo, qui a combattu l'ivoirité en 1994 aux côtés d'Alassane Ouattara, une fois en position de force, va lui-même reprendre l'ivoirité pour accuser Ouattara d'avoir des origines étrangères. Exactement. Alors, vous regardez ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Des gens qui ont combattu avec Moïse Katumbi, aujourd'hui au pouvoir. Voilà, donc nous n'allons pas aller plus loin que ça. Mais c'est exactement le même tableau qui est en train de se dessiner. Donc nous disons qu'à partir de ce moment-là, quelles ont été les conséquences en Côte d'Ivoire? C'était la guerre civile, 50 000 morts. Et je pense que le Congo ne fera pas exception si nous allons dans cette voie-là. Donc il faut carrément arrêter avec cette histoire-là, sur la loi sur la congolité, ne même pas débattre là-dessus. Si l'on doit être sincère, vous êtes d'avis que cette loi vise exclusivement Moïse Katumbi? Je pense plutôt qu'il serait légitime que les gens pensent comme ça. Voilà, c'est légitime que les gens pensent comme ça, tout simplement. Mais j'ai commencé par vous démontrer qu'il y avait un danger de casser le consensus qui nous a tenus ensemble. Ensuite, le contexte politique aujourd'hui est le même qu'en Côte d'Ivoire. Donc il y a autant de raisons, justement, parce qu'il n'y a pas que Moïse Katumbi, mais avec lui, tous les Congolais qui sont dans le même cas que lui. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme Mamadou Ndala, qui n'était pas 100% congolais hein, au terme de cette loi-là, mais qui a donné sa vie pour le Congo. Kengo Wadondo, qui a réformé la magistrature congolaise. Avec cette loi-là, ces gens-là ne pourraient pas rendre les services qu'ils ont rendus à la nation. Donc c'est une loi qui risque de diviser les Congolais. Exactement. Il faut carrément la bannir. C'est notre position. Donc il faut la bannir. Elle porte en elle les germes de notre division et de la balkanisation même du Congo. Trop d'agitation pour 2023. Même cette loi, si ça vise un individu congolais, c'est parce que cette personne a des ambitions pour briguer la magistrature suprême. Donc on sent trop d'agitation, même au sein des confessions religieuses. Lorsqu'il faut passer à la désignation des animateurs de la CENI, on a vu ce qui s'est passé. Jusqu'à ce moment même, il n'y a toujours pas entente comme il se doit. Je me rappelle que lundi, il y a eu même une conférence de presse de l'ECC avec la SENCO qui gardent leur position. Les autres confessions religieuses, les 6 qui sont partantes pour le choix de Denis Kadima, qui ont même déjà déposé le procès verbal du vote. Comment jugez-vous cette situation lorsque même les confessions religieuses n'arrivent pas à s'entendre? On sent une main politique alors qu'elle devrait être assez indépendante pour faire des choix indépendants. Vous savez, essayons de mettre le tableau complet. Je crois que oui, il y a des influences politiques. Il y a d'un côté ceux qui craignent que le pouvoir du président Tshisekedi soit en train de vouloir inféoder la CENI pour se préparer une réélection en 2023 avec ou sans l'aval du peuple. Et il y a aussi du côté du pouvoir des gens qui soupçonnent qu'il y a une autre main politique qui veut les faire échouer forcément en 2023. En plaçant un candidat peut-être qui n'est pas maîtrisable. Voilà, exactement, c'est cela le tableau. En plaçant un candidat qui n'est pas maîtrisable, ce sont vos termes. Donc c'est cela le tableau. Mais nous disons que ce n'est qu'une conséquence de la loi organique sur la CENI, qui organise la CENI. Parce que nous disions déjà qu'il fallait qu'il y ait une vraie réforme de cette loi-là qui garantisse une certaine indépendance de la CENI. Notre idée à nous, c'était qu'il fallait que tous les délégués, je vais dire toutes les composantes, envoient des délégués. Et que ces délégués-là puissent justement choisir qui sera leur président. Et bien sûr, il faudrait réformer la loi pour rendre le rôle du président de la CENI beaucoup plus, de lui enlever plus les prérogatives exécutives, en tout cas pour que la gestion de la CENI devienne plutôt collégiale et que le président n'ait pas une prépondérance de vue ou bien d'imposition sur les décisions qu'il devrait y avoir. C'est-à-dire d'abord qu'il soit élu par ses pairs, des délégués qui sont envoyés à la CENI, et ensuite la loi puisse limiter ses prérogatives, ses pouvoirs, qu'il ait plus un rôle administratif. Et comme ça, chacun
les équilibres, il y aurait un équilibre de force au sein de la CENI, ce qui garantirait bien entendu quelque part son indépendance, parce que les forces politiques ou les forces en présence se seront neutralisées. Parce que dire qu'on va totalement dépolitiser, c'est quand même un rêve inatteignable, parce que, comme je vous l'ai démontré, chacun a toujours à côté des influences politiques à côté. Mais lorsque nous allons dans une structure où nous neutralisons, et je pense que c'est de là que naît la véritable indépendance. C'est ça ce que nous nous disions. Alors, lorsque cette loi-là est passée, qu'elle a été promulguée, les conséquences, puisque cette loi-là portait en elle-même les germes de cette division. Donc, le mal part déjà de la loi. Et nous insistons là-dessus parce qu'on nous dira, mais écoutez, c'est la même loi qui, quasiment, qui a fait les élections passées. Nous disons que les élections de 2023 n'ont pas le même enjeu que les élections passées. On peut tout redire sur les élections passées, mais nous pensons que les élections de 2006, 2011, 2018 ont répondu au moins à l'enjeu qui était les leurs. En 2006, le plus grand enjeu, c'était que nous sortions d'une dictature et qu'il fallait absolument que nous puissions inaugurer un nouvel ère de démocratie. Au travers, le peuple voulait voter son président de la République. Jusqu'à ses députés nationaux. Jusqu'à ses députés nationaux, etc. On peut tout redire sur les élections de 2006, mais ces élections-là ont répondu à cet enjeu-là. En 2011, on se disait, mais est-ce que la dynamique sera maintenue? Est-ce que le cycle pourra être respecté, etc. Les élections de 2011 étaient à la hauteur des enjeux. Peut-être pas que c'était peut-être pas les élections les plus transparentes possibles, nous sommes d'accord là-dessus, mais est-ce qu'elles ont répondu à l'enjeu? Oui. En 2018, il fallait expérimenter pour la première fois une alternance démocratique et pacifique. Puisque le président au pouvoir était arrivé fin mandat. Ça n'était jamais arrivé de la mémoire des Congolais d'en faire un troisième successif. Qu'un président de la République puisse organiser les élections, ne pas y participer et céder le pouvoir pacifiquement à une autre personne. Et avec cerise sur le gâteau, c'est l'opposition qui gagne le pouvoir en 2018. C'est pas le camp du président. C'est même pas le camp du président sortant. Donc, est-ce que les élections de 2018 ont répondu à cet enjeu-là? Souvenez-vous de la transition sans Kabila. C'était tout sauf Kabila. On se souciait peu de la personne qui allait remplacer Kabila. Il fallait que Kabila parte et qu'il y ait une nouvelle personne. C'était ça l'enjeu des élections de 2018. Mais les élections de 2023, c'est quoi l'enjeu? Je crois que le peuple congolais, à partir du moment où vous lui faites goûter un peu de liberté, il en veut plus. Il en veut totalement. Il veut être libre totalement. Pour être clair, dans des termes clairs, je crois que l'enjeu de 2023, c'est que nous ayons un président de la CENI. Si le peuple congolais décide que ce n'est plus Félix Tshisekedi qui sera président de la République, que ça soit ainsi, qu'il soit capable de l'annoncer. Bien sûr, s'il est élu président de la République, il l'annoncera naturellement. Mais si ce n'est pas lui, il faut que le président de la CENI, en 2023, soit capable de l'annoncer. Il ne faudrait pas que nous allions dans les élections en ayant l'impression que c'est déjà joué d'avance. Et que celui qui est au pouvoir ne peut que passer. Forcément, il n'y a que lui qui passe. Non, je crois que l'envie de liberté des Congolais, du respect de son choix a décuplé. Et l'enjeu des élections de 2023, c'est l'enjeu de la transparence. Il faudra finalement qu'en 2023, la personne qui gérera la CENI ait suffisamment de personnalité pour nous dire que le résultat des urnes. Rien que ça. Alors, au stade actuel, qu'est-ce que les confessions religieuses devraient faire pour s'entendre? Il y a quelques propositions, notamment que les candidats qui posent problème, notamment Denis Kadima, soient retirés, d'autres candidats, que chacune des confessions... Est-ce que ça résoudra la question? Nous pensons plutôt que soit il y a deux voies. Soit qu'on réforme la loi. Hein, je pense qu'il y a encore du temps. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de temps sont dans le faux. Ngoï Mulunda a eu 8 mois pour organiser les élections en 2011 et nous pensons que nous avons encore 2 ans et demi, donc nous avons suffisamment de temps pour réformer la loi. Donc il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Alors, soit nous réformons la loi, nous rentrons dans la loi pour permettre à ce que les conditions de désignation soient les plus consensuelles possibles, ou soit il faudra qu'il y ait des pourparlers. Il faudra que tout le monde se remette ensemble parce qu'il n'y a pas que les confessions religieuses qui constituent un blocage. Le FCC ne veut pas envoyer, la MOUCA ne veut pas envoyer, Ensemble ne veut pas envoyer. À un certain moment, il faudra que les gens se mettent autour d'une table et qu'on en discute. Mais si chaque fois il faut se mettre autour d'une table pour avancer, on est encore loin d'un État qui fonctionne normalement. Vous avez, vous, un exemple où le Congo a réussi sans se mettre autour d'une table?
On peut remonter le plus loin possible dans l'histoire de notre pays. Ça a toujours été après des pourparlers que le Congo a pu réussir. Des pourparlers qui aboutissent souvent au partage du pouvoir. Des années 60. La crise des années 60 est résolue grâce au dialogue Palais de Marbre 1, dialogue Palais de Marbre 2 qui aboutit au gouvernement Cyril Adoula. Il y a la conférence nationale souveraine qui aboutit au temps du maréchal Mobutu. Il y a Sun City qui aboutit à la fin de la guerre de 98, etc. Donc il n'y a qu'après, même la crise de 2016, elle aboutit après le dialogue de la Cinco. Donc il n'y a que lorsque les Congolais se parlent, véritablement, c'est vrai que les gens peuvent râler, vous c'est seulement les dialogues, etc. Mais froidement, sans sentiment, qui nous montre un exemple où le Congo a gagné sans avoir dialogué. 2023, c'est pour bientôt. Vous êtes du centre. Félix Tshisekedi, possibilité d'un autre mandat, oui. Pensez-vous qu'il pourra faire mieux après ce qui se fait actuellement? Vous savez, l'opposition, c'est pas la haine contre le président de la République. Il faut qu'il échoue. Nous souhaitons le meilleur au président de la République parce que nous pensons que nous sommes Congolais. Et que la réussite du président de la République, c'est-à-dire sa réussite sociale, sur le plan sécuritaire, etc. Mais c'est la réussite des Congolais. S'il réussit à rétablir la paix à l'Est, c'est pour le bien-être, c'est pour le bien-être des Congolais. Si le social des Congolais va de l'avant, c'est pour le bien-être des Congolais. Peut-être qu'il faudrait que nous puissions proposer mieux que lui. Je crois que c'est ça le débat, le jeu démocratique, c'est celui-là. Ce n'est pas forcément de dire qu'il faut qu'il échoue. Nous lui souhaitons de réussir. Mais nous disons qu'à partir du moment où les Congolais restent divisés et qu'il y a ce climat de méfiance où les gens ont l'impression que c'est la justice des forts qui fait la loi, c'est la loi du plus fort qui règne, eh bien je crois qu'il y a déjà dans la démarche un certain nombre de germes de l'échec qui est entrevu. Le centre, quelques activités de prévues au cours des prochains mois? En tout cas, nous sommes en train de reconstituer, je vais dire, les organes de base. Voilà, c'est à ce niveau-là que nous sommes. Et bien sûr, les activités de masse sont prévues à la fin de l'année. Merci à vous, Dr Rodrigue Mwamba. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle qu'ici, vous êtes porte-parole du centre. On l'en espère vous avoir peut-être, pourquoi pas, très prochainement pour parler encore d'autres sujets d'actualité, notamment sur ma disponibilité, en tout cas. Notamment sur ce que le centre prévoit de faire, et qui sait pourquoi pas. Merci beaucoup. Nos salutations à tous les membres du regroupement politique centre, le centre et à son président, Germain Kaminga. Merci encore une fois à vous, Dr Rodrigue Mwamba. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci de rester dans l'actualité à travers votre magazine Entretien. Bonne suite de nos programmes. Et vous aussi, si vous avez pas beaucoup à dire ou vous avez à communiquer sur l'actualité, sur vos formations politiques, n'hésitez pas de nous contacter. Le plateau est disponible et disposé à recevoir tout le monde. Merci encore une fois et bonne suite de nos programmes.